Je voudrais tout d'abord nous excuser pour le report de cette séance qui devait avoir lieu le 2 février dernier et surtout pour l'annonce tardive de cette annulation. Nous avons été un peu tenus de ce report-là et ça représente finalement un mal pour un bien puisque, en plus de retrouver Luz Azcárate en pleine forme, grâce à ce report, on a la chance d'avoir avec nous en chair et en os Alexis Delamarre. Et ça facilitera les échanges husserliens qui ne manqueront pas d'intervenir. Alexis et moi-même, on est donc très heureux de vous retrouver pour cette 5e séance du séminaire de philosophie de Rouen. Et voilà, alors je reviens rapidement, mais vous les connaissez déjà, les objectifs un peu du séminaire. C'est permettre à de jeunes chercheuses et chercheurs de présenter leurs travaux en cours, dans un cadre convivial et bienveillant, et en même temps de familiariser les étudiants et les étudiantes avec la recherche actuelle en philosophie, telle qu'elle se présente. Les séances sont enregistrées, et donc vous pouvez retrouver les enregistrements justement de toutes les séances passées avec le programme aussi complet sur le site de l'ERIAC. Voilà, ça se trouve facilement, je pourrais mettre dans le chat justement l'adresse. Et à ce sujet, si certains ne souhaitent pas être filmés, il faudra nous le signaler, pour qu'on puisse agir en conséquence. Alors, j'en viens tout de suite à notre intervenante, qui nous fait donc le plaisir d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, c'est une grande joie de te recevoir, Luz. Actuellement, tu es doctorante à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Renaud Barbaras, et tu travailles sur la généalogie de la notion de possible dans la phénoménologie française contemporaine. Ta thèse s'intitule d'ailleurs « Le possible du phénomène ». À vrai dire, c'est ton second doctorat, puisque en 2019, tu es déjà devenu docteur en présentant, sous une co-direction qui a fait collaborer le HESS et l'Université pontificale catholique du Pérou, une thèse qui est intitulée « Psyché ranimée, imagination et émancipation sur la philosophie de Paul Ricoeur ». Et cette première thèse, elle va être publiée très bientôt, au mois de mai, si je ne me trompe pas, chez Hermann, dans la collection Le Bel aujourd'hui, sous le titre « Imaginer selon Paul Ricoeur ». Tu es aussi l'autrice de nombreux articles philosophiques en France et à l'international. Et je note par ailleurs que tu as récemment publié un recueil poétique en 2021 qui s'appelle « De la musique ». Enfin, j'ajoute que cette année, tu es à terre à l'Université de Franche-Comté et par ailleurs, tu organises avec Circe Furtwängler et Quentin Gaillac un important séminaire à Paris 1 intitulé « Phénoménologie et idéalisme transcendantal ». Aujourd'hui, tu vas intervenir sur possibilité et générativité, Husserl à la rencontre d'Aristote. Mais avant de te laisser la parole, donc il y a l'autre bonne nouvelle de la séance, c'est grâce à ce format hybride, on a la chance de recevoir comme discutante pour la séance Claudia Serban. Donc merci Claudia. Claudia, tu es maître de conférence à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Et pour le lyrique, tu es l'autrice de nombreux et importants articles de phénoménologie, tu es une traductrice de Husserl et tu es membre du conseil de rédaction de la revue Philosophie. Et même, tu es aussi membre du comité de direction et de lecture de la revue de Phénoménologie Alter. Donc, c'est une magnifique opportunité pour nous de t'avoir parmi nous, car ton travail de phénoménologue s'est particulièrement porté justement sur la notion de possible. J'en veux pour preuve ta thèse, qui est devenue un ouvrage de référence et qui s'appelle « Phénoménologie de la possibilité, Husserl et Heidegger » en 2016, je crois. Et je pense aussi que tu t'intéresses, j'ai cru entendre que tu t'intéressais à la notion de générativité. Donc, ça correspondait de manière idéale. En tout cas, je te remercie d'avoir pu te libérer pour la séance malgré son report. Et avant juste de céder la parole à Luz, je tenais vraiment à remercier Alexis Delamarre pour son investissement fondamental dans la vie de ce séminaire. Et j'annonce d'ores et déjà que la prochaine séance du séminaire aura lieu le 11 mars en A210 de 16h à 17h30. Alors, voilà, le lieu et les horaires sont modifiés, donc ça sera plus dans la même salle, ça sera en A210, ça sera plus le même heure, de 16h à 17h30. Et ça sera Lucie Vézel qui interviendra sur Adorno et l'expérience esthétique. Mais c'est une autre histoire, et en attendant, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Aurélien. Je tiens à remercier aux organisateurs de ce séminaire, Aurélien et Alexis, de très bons amis. Je suis très, très contente d'être ici à Rouen, finalement. Je suis très désolée
d'avoir pu être présent les 2 février. Et je remercie aussi très généreusement à Claudia Servan, qui en fait fait partie de la bibliographie principale de ma thèse. Donc c'est pour moi un honneur de l'avoir aujourd'hui comme répondante. Et je vais commencer à lire dans l'introduction à cette traduction des idées de Husserl en français, Ricoeur affirme que la transcription et la publication partielle ou totale de ces manuscrits, entreprises par les archives Husserl à Louvain, permettra seule de mettre à l'épreuve la représentation que l'on peut se faire actuellement de la pensée de Husserl. Un demi-siècle plus tard, 43 husserliennes plus tard, nécessaire lecture sélective de ces textes ne peut se faire sans être guidée par la révision des concepts husserliens effectués par les représentants husserliens et post-husserliens de la tradition phénoménologique. Certains de ces dernières, toujours soucieux de défendre leur appartenance à la tradition phénoménologique, ont cependant été très critiques à l'égard de l'idéalisme transcendantal de Husserl, comme on peut le voir par exemple dans les mêmes textes cités de Ricoeur cités ici. Nous pensons toutefois que ces deux concepts, les concepts de générativité et possibilité qui sont dans les titres de cette intervention, peuvent nous permettre de rechercher l'unité du projet phénoménologique, en croissant les préoccupations de la phénoménologie husserlienne et post-husserlienne. Je passe donc à la première partie de mon intervention qui s'intitule Générativité. Nous définissons la méthode phénoménologique fondée par Husserl comme une description philosophique de ce qui apparaît, à savoir le phénomène. Mais cette description philosophique peut avoir, nous le savons, 12 orientations. La première, purement statique, s'intéresse au problème qui découle de la relation entre la chose qui apparaît, l'apparaissant, et la personne ou le sujet à qui elle apparaît. Relation que l'on peut décrire du point de vue de l'interprétation, de la compréhension ou de la constitution du sens. Il y a une corrélation qui surgit au sein du problème de l'apparaître que cette première orientation tente de décrire. Une deuxième orientation que nous comprenons comme génétique s'intéresse à l'origine ou à la genèse du problème de l'apparaître. L'origine est ici une notion ontologiquement liée à ce problème. Le retour à l'origine ou à l'originaire fait partie, comme nous le savons, de la méthode husserlienne de la Rückfrage déployée dans la crisis. Une nouvelle orientation, une troisième orientation, la orientation générative, apparaît dans ce texte selon Anthony Steinbock, même si cette orientation n'a pas été explicitée par Husserl. J'ai lu une citation de Anthony Steinbock. La situation de ce que j'ai appelé une phénoménologie générative est plus complexe, en partie parce que Husserl ne l'a jamais formulée comme telle. J'ai découvert que Husserl a commencé à décrire des phénomènes qui allaient au-delà des phénomènes génétiques et de ce qu'une phénoménologie génétique pouvait traiter. Ces phénomènes comprennent le monde natal, le monde étranger, la naissance et la mort comme caractéristiques constitutives, l'historicité, la constitution narrative, le rôle des animaux comme co-compagnons, etc. En fait, il fait allusion à certaines de ces caractéristiques comme étant des phénomènes génératifs ou des problèmes génératifs. Ainsi, j'ai commencé à détecter ici un mouvement similaire à celui que j'ai trouvé se produisant implicitement dans la formulation d'une méthode statique et génétique. Il commençait à décrire des phénomènes qui dépassaient les limites de la méthode génétique, mais s'il n'avait pas développé explicitement une nouvelle méthodologie permettant une telle description. Et si nous nous rappelons, en fait, la distinction entre la méthode statique et la méthode génétique est surgie parce que certains problèmes ne pouvaient pas être décrits par la méthode statique. Donc, cette nouvelle orientation, l'orientation
génétique de la méthode est apparu. Des nouveaux problèmes, les problèmes génératifs ont commencé à apparaître. Donc, Anthony Steinbock pense que si Husserl aurait eu un peu plus de temps, et s'il avait eu un peu plus de temps, il aurait fondé la phénoménologie générative, ou cette troisième orientation de la méthode, mais il n'a pas eu le temps de la faire. Selon cette nouvelle orientation, l'orientation générative, implicite dans l'œuvre husserlienne, nous nous interrogeons rétrospectivement sur l'origine, comme dans la méthode génétique, mais loin de remonter tout simplement à la genèse du sens, nous nous dirigeons vers un originaire dont l'explicitation suppose de dépasser les limites de la méthode phénoménologique et de traverser les différentes générations philosophiques, pas simplement phénoménologiques. De ce point de vue, c'est-à-dire si on comprend ce dépassement comme une conséquence des problèmes génératifs, on peut dire que le dernier Barbaras est en fait suit cette nouvelle orientation parce qu'il dépasse les limites de la phénoménologie, mais croise ou arrive à découvrir certaines problématiques qui ont été chères à l'histoire de la philosophie. Pour Anthony Steinbock, la méthode générative remet en question l'origine radicale du sens de la phénoménologie elle-même en tant que projet commun à tous les phénoménologues, traversant différentes générations de l'histoire de la philosophie. Selon lui, une phénoménologie générative concerne la générativité, les mouvements qui s'exprimaient comme l'interrelation des mondes de vie géohistoriques, sociaux et normatifs, ou des mondes domestiques et des mondes étrangers, ou des mondes propres et des mondes étrangers, mais aussi la question des générations, des différentes générations. En fait, il y a les deux sens du mot génération. Selon Laurent Perrault, dans l'effort d'Anthony Steinbock pour faire de la générativité un thème phénoménologique cohérent, il tend à réduire la nature problématique du concept, qui n'est peut-être pleinement compris que par rapport à la question du monde commun en tant que monde pour tous. Pour Laurent Perrault, l'enjeu d'une phénoménologie de la générativité est de penser l'encastrement particulier du sujet dans une communauté spécifique, dans la relativité d'une expérience socio-historique. En fait, Laurent Perrault il est en train de chercher la normativité inhérente à cette communauté à laquelle nous amènerait une réflexion générative. Il soutient que la phénoménologie de la générativité devrait nous permettre de comprendre que le monde de la vie ne se donne nécessairement à nous qu'à travers un contexte normatif et générationnel qui a toujours ses propres lois, sa normativité particulière et qui détermine les formations des sens du monde. Dans les deux cas, pour Anthony Steinbock et pour Laurent Perrault, les problèmes de la générativité sembleraient être à la fois un problème lié au monde propre et monde étranger, c'est-à-dire au monde social, à la communauté, mais aussi au problème des générations, génération de la vie et à les différentes générations phénoménologiques et philosophiques. Déjà dans la crise, Husserl parle en termes de problèmes génératifs et pour exprimer spécifiquement des thèmes géohistoriques, culturels et intersubjectifs, mais aussi en ce qui concerne la responsabilité des différentes générations des philosophes. Mais nous nous accordons avec Anthony Steinbock pour affirmer que la méthode générative n'est pas thématiquement déterminée. Pour Alexandre Schnell, la générativité n'a rien à voir avec une question qui traverse les générations, ni avec des thèmes géohistoriques, culturels et intersubjectifs. En fait, il va comprendre genèse dans un sens complètement différent.
Pour lui, la générativité renvoie à la désiance d'un surplus d'essence qui demeure au-delà et en deçà de ce qui est descriptible, donc ce qui va plutôt être commun et le dépassement de la méthode phénoménologique. Pour lui, puisque la genèse de ce surplus est rendue possible par l'imagination, et là on peut voir aussi son influence richelieuienne, les problématiques génératives pour Schnell mettent en évidence des processus génético-imaginatifs du sens. Mais la méthode générative que je cherche ici à développer à partir des Husserl, mais surtout au-delà des Husserl, souscrit à la décience du sens du phénomène, et quoique ce n'est pas l'imagination, pourtant un aspect matériel identifié dès Aristote, mais le possible qui est la notion fondamentale, pour moi, de la générativité. Je comprends la générativité comme une orientation aussi, comme une manière de poser une question philosophique qui est commune à d'autres générations de philosophes, notamment aux métaphysiciens aussi. C'est cet esprit qui guide, je pense, la crise de Husserl et la reconstruction d'une téléologie de la raison dans l'histoire de la philosophie occidentale. Du point de vue génératif, l'apparaître d'une chose renvoie en effet à l'origine de la chose. Origine qui peut se comprendre, je pense, dans son sens événementiel ou dans son sens avénementiel. Depuis les premières, depuis son sens événementiel, nous nous plaçons dans le cadre de la succession des événements. Mais, contrairement à l'approche historique, l'approche générative ne considère pas les rapports entre les événements comme un rapport de cause et effet, un rapport effectif, un rapport d'effet, dont l'événement A, précédant l'événement B, en serait la cause. L'orientation générative de la phénoménologie considère plutôt les rapports entre des événements d'un point de vue associatif ou rhizomique. Loin d'être l'objectivité des faits, ce qu'il faut dévoiler, le but est toujours contemporain au phénoménologue et essaie de montrer les possibles sens d'une chaîne d'événements qui échappe à la reconstruction historique et qui dévoile autrement les phénomènes donnés au phénoménologue. Cette orientation implique donc une critique de l'histoire. Toute phénoménologie générative est ainsi une généalogie, approche que Nietzsche et Foucault ont longuement développée. Mais la question de l'origine peut aussi être posée dans un cadre avénementiel. Il est alors question du passage du non-être à l'être d'une chaîne spécifique d'événements, laquelle, pour naître, a dû interrompre une autre chaîne d'événements, même si l'on comprend cette chaîne précédente par la négation, donc comme une chaîne dans laquelle la nouvelle chaîne d'événements n'existait pas encore. Nous saisissons donc l'avènement, c'est l'origine, dans le sens d'une rupture qui devient institution. Merleau-Ponty et Ricoeur ont longuement développé ce sens de l'origine comme institution de sens et de l'histoire à partir de la dialectique entre des événements et l'avènement. Dans les deux cas, événementiel ou avénementiel, la générativité opère dans l'ordre de l'imaginaire, dans celui eidétique des phénomènes, dans le règne du possible. En faisant les choix de cette orientation, donc, nous défendons la prééminence de la possibilité sur l'effectivité du point de vue méthodologique. Notre approche générative ici
essaye d'inclure ces deux significations de genèse ou d'origine. Signification événementielle et avènementielle. Loin de reconstruire de manière historique les faits, ou plus radicalement en mettant entre parenthèses l'histoire événementielle de la philosophie, Husserl cherche à rendre explicite ce qui a été institué dans les avènements générationnels qui donnent lieu à la phénoménologie. Mais loin de se cantonner à la généalogie philosophique, il s'interroge, au fond, sur le fondement transcendantal du sens des lettres et de son apparaître, au-delà du manifeste, de ce qui a été, à l'aube de la métaphysique, la pure actualité s'étant manifestée dans l'impuissance de la nature. Notre hypothèse est qu'il existe une coïncidence entre l'origine de la phénoménologie et celle de la métaphysique. L'impuissance, il faut le comprendre comme EN. Par mon accent, peut-être ça peut ressembler à quelque chose, à la négation de la puissance. EN. En puissance, comme le contraire de on acte. Notre hypothèse, c'est qu'il existe une coïncidence entre l'origine de la phénoménologie et celle de la métaphysique. Et autrement dit, qu'il y a un projet commun qui réunit les générations des métaphysiciens et les générations des phénoménologues, à savoir l'origine ou fondement que la pensée cherche dans le réel et que nous nommons le possible. J'ai perdu ma page. Et je passe maintenant à la deuxième partie qui s'intitule Générativité, une Möglichkeit, générativité et possibilité. Selon Roberto Walton, l'affirmation selon laquelle la possibilité a la primauté sur l'effectivité est non seulement réitérée comme thème théorique dans diverses manifestations de la phénoménologie, mais s'applique également au déroulement même de ce mouvement philosophique. Nous pouvons ainsi placer la méthode phénoménologique dans le règne du possible, fut-il eidétique ou transcendantal, qui s'opposerait au règne de l'effectif propre aux sciences modernes. Il s'agirait d'une description de l'apparaître du point de vue du possible. Annabelle Dufour admet cette interprétation en affirmant que la phénoménologie se fonde sur la définition des lettres comme finest taille, apparaître. Elle engage par conséquent la phénoménologie une profonde redéfinition du réel et indissociablement de l'imaginaire. Toutefois, une description dans les possibles ou dans l'imaginaire n'échappe pas à la rigueur des descriptions si la description est fondée sur l'expérience et si nous adoptons un point de vue élargi du réel et en prenant l'ontologie dans son sens également élargi. C'est en ce sens que nous comprenons l'affirmation de Claudia Servan, ici intéressante et que je me permets de citer, selon qui la phénoménologie, qui n'est la science des phénomènes que dans la mesure où elle est une philosophie de l'expérience, de la vie, du vécu ou de l'existence, a enrichi et modifié la compréhension philosophique du possible. À cet égard, la phénoménologie a pu opérer une révolution, pour emprunter les mots d'Alexandre Tischner, dans la philosophie. Cette révolution philosophique de l'expérience, comme modification du sens du possible, trouve sa pleine réalisation, au moins c'est ma conviction, si elle est comprise comme liée à la notion de générativité. Bien que la notion de possibilité soit utilisée depuis les origines de la phénoménologie transcendantale husserlienne, la notion de générativité apparaît dans les années 1930. Mais l'expression problème génératif, en fait, apparaît dans les méditations cartésiennes, l'expression problème génératif apparaît dans les méditations cartésiennes
Et Michael Crévoisier a consacré une partie de sa thèse, justement, au problème génératif de la méditation, des méditations cartésiennes. Et il a signalé aussi que dans la traduction, dans les deux traductions au français, on a traduit problème génératif par problème génétique. Ce qui est vraiment dommage. Et Laurent Perrault, il souligne ça aussi, ce problème dans son ouvrage issu de sa thèse. Donc, l'expression problème génératif apparaît dans méditation cartésienne, mais le mot générativité apparaît dans les années 1930. Les premiers textes dans lesquels Husserl utilise les mots générativité, générativité, est publié à la fois dans les manuscrits C, Husserliana Materialen 8, Späte Texte über Zeitkonstitution, et également en tant que supplément dans Husserliana 15, où nous trouvons que ce texte qui apparaît à la fois dans les manuscrits C et Husserliana 15 a été écrit en 1932. Dans Husserliana 15, nous trouvons également un texte qui, selon Issoker, a été écrit en 1931 et où apparaît générativité. Mais Issoker indique dans une note de bas de page ce qui suit. Je cite, Husserl a ensuite daté les manuscrits de 1933, mais il date probablement de janvier 1931. En août et en septembre 1933, Husserl était occupé par des problèmes analogues à ceux contenus dans ce manuscrit et l'a donc probablement daté à tort de cette époque. Fin de la citation. Que l'on croit à Husserl, auquel cas la première apparition de générativité date de 1933, ou que l'on croit à Issoker, auquel cas la première apparition de la générativité date de 1931, le mot générativité n'est pas utilisé par Husserl avant les années 1930. Qu'est-il arrivé à Husserl à cette époque? Les critiques de Husserl envers Heidegger et Scheler dans les textes sur anthropologie et phénoménologie datent de la même période. Mais Husserl a été également invité à contribuer à un Festschrift en hommage à Thomas Masaryk à l'occasion de son 80e anniversaire. À cette même époque, Husserl décide d'écrire un court article intitulé Über Ursprung, inspiré de Brentano. Comme on le sait, Masaryk a présenté Husserl à Brentano et l'a encouragé à étudier avec ce dernier à Vienne. Mais ce texte que Husserl a écrit, Über Ursprung, n'est pas finalisé. Cependant, ce texte devient une première ébauche de la conférence qu'il prononcera à Prague le 14 et 15 novembre 1935, intitulée Die Psychologie in der Krise der europäischen Wissenschaft, qui, comme on le sait, constitue une partie de réflexion de la crise. La générativité répond donc, je crois, à la tentative de donner un sens à l'histoire de la phénoménologie depuis ses origines. Intention est présente dans le texte Über Ursprung, puis à une pensée sur l'origine vitale, lien génération, création, vitalité, qui contraste avec l'importance donnée par Heidegger à l'être pour la mort. Ce serait une unité des vies et non une unité des morts qui nous unit aux autres, aux étrangères, aux autres formes de vie animale. Je cite Husserliana 15, je comprends les individus dans le monde comme étant générativement liés entre eux
dans une infinité mutuelle ouverte. Et je comprends que l'être du même monde que j'expérimente comme étant le même a été expérimenté par les êtres humains à travers la chaîne sans fin des générations, dans la connexion que le même a été prouvé par l'expérience unanime et par la corrélation mutuelle, est donné comme probable et que sera dans la prévision évidente, à travers les unités de vie des êtres humains qui sont limitées par la naissance et la mort. L'unité d'une vie humaine s'étend comme l'unité d'une expérience médiate, mais unie de toute l'humanité et d'une vie basée sur elle. Ainsi, je comprends l'humanité comme historique, comme extension du temps du monde, du temps rempli d'événements du monde, au-delà de ma vie et de celle de mes semblables, qui sont présents avec nous. Ce sens de la générativité est proche du sens de la possibilité grecque comme l'impuissance qui fonde la nature et tout ce qui existe de manière dynamique. Or, Husserl utilise l'expression possibilité dans son sens logique, épistémologique, en la reliant à la notion d'imagination, des fantasmes, d'horizon, de neutralité, des consciences d'image, des as if, comme si, pardon, mais il ne fait pas ce lien entre possibilité et générativité que nous faisons ici. En effet, il affirme même que la réalité, que la réalité précède les possibilités et donne aux possibilités de la fantaisie le sens des possibilités réelles. De là, notre subjectivité et le monde, comme s'il y aurait une précédence ontologique de la possibilité. Cependant, nous sommes convaincus que Husserl pointe avec le concept de générativité vers un concept de possibilité originaire. Ce lien ne peut être vu qu'à partir de l'orientation générative de la méthode qui nous permet de parcourir les générations de la philosophie qui précèdent la phénoménologie et qui se présentent à l'origine de la métaphysique. La révision générative origine de la métaphysique n'est pas encore réalisée. C'est dans ce sens que nous comprenons Étienne Gilson lorsqu'il affirme que, je cite Étienne Gilson, c'est dont notre temps a besoin, c'est d'une métaphysique de l'être conçue comme prolégomène à toute phénoménologie. Rien n'est plus curieux à observer le contraste entre la pénétration, les soins minutieux ou même le génie que les existentialistes dépensent sans compter dans leur analyse de l'état et l'insouciance avec laquelle ils déblaient sommairement en quelques pages des problèmes métaphysiques dont les conclusions, acceptées par eux à la légère, compromettent parfois ensuite l'exactitude de leur analyse et en faussent toujours l'interprétation. Assigner à l'existentialisme les seuls fondements sûrs que l'on puisse concevoir est exactement le contraire dont méconnaître l'importance. La vraie métaphysique de l'être n'a jamais eu la phénoménologie à laquelle elle avait droit. La phénoménologie moderne n'a pas la métaphysique qui peut seule la fonder et en la fondant, la guider. Il est donc souhaitable que ces deux méthodes philosophiques, phénoménologie et métaphysique, finissent par se rejoindre. Obtenir qu'elles les fassent ne saurait être l'œuvre d'un seul. Nous croyons que par le biais de telles affirmations, Gilson n'adresse pas une critique de fond à la phénoménologie. A contrario, il félicite les phénoménologues pour leur rigueur, tout en critiquant la méthode phénoménologique de façon constructive. Il admet davantage l'urgence d'avoir recours à une phénoménologie réformée en avouant que notre temps a besoin d'une métaphysique de l'être conçue comme prolégomène à toute phénoménologie. Et c'est ici, à mon avis, qu'on peut introduire dans cette recherche d'un rapprochement entre la phénoménologie et la métaphysique à Aristote.
C'est à Aristote, précisément, que l'on attribue en droit la première fondation de la métaphysique comme ontologie première, qui serait tout à la fois philosophie première, ce qui s'occupe des principes et des causes premières, des états séparés de la matière et immobile, et théologie, car le Dieu aristotélicien est le premier principe de tout ce qui existe. Être immobile pour soi et demeurant dans l'actualité pure. En laissant de côté les discussions sur l'absence de termes métaphysiques dans le texte d'Aristote, ce lecteur, éditeur et commentateur nous sont transmis dans l'histoire de la métaphysique la caractérisation de l'objet de la métaphysique, de l'ontologie première et de la théologie au cœur de la distinction aristotélicienne entre en acte et en puissance. J'ai lu des citations de la métaphysique. L'être, en effet, d'Aristote se lit de deux façons. Par conséquent, en un sens, il est possible que quelque chose procède du non-être, tandis que dans un autre sens, ce n'est pas possible. Il se peut que la même chose soit en même temps être et non-être, mais non sous le même point de vue de l'être. En puissance, en effet, il est possible que la même chose soit en même temps le contraire, mais en ontologie, en acte, ce n'est pas possible. J'entends par puissance non seulement cette puissance déterminée qui est définie par les principes du changement dans un autre être ou dans le même être en tant qu'autre, mais en général tout principe de mouvement ou de repos. En effet, la nature aussi est dans le même genre que la puissance, car elle est un principe de mouvement, non pourtant dans un autre être, mais dans le même être en tant que même. C'est-à-dire la nature d'un être, les principes du mouvement ou de repos de l'être en tant que même, mais la puissance et les principes de mouvement et du repos d'un être dans un autre être. La métaphysique s'oppose ici à la physique qui s'occupe de la nature ou des êtres mobiles, mais c'est ici dans la physique qu'on trouve le couple conceptuel dynamis énergeia. Il y a cependant une actualité pure qui fonde la nature, en tant qu'elle est en puissance dans tout ce qui existe. Les dieux aristotéliciens seraient le principe et la finalité du tout, et même si ça sonne un peu bizarre, les dieux aristotéliciens seraient actualité en puissance de la nature, sans pour autant détenir une puissance ou un pouvoir qu'il exercerait sur les états. Raison pour laquelle la vie intellectuelle, vie qui réalise notre tendance dynamique à cette actualité pure, serait la vie la plus heureuse pour Aristote. Citation d'Aristote, il ne faut pas cependant suivre ceux qui conseillent de penser humain puisqu'on est homme et de penser mortel puisqu'on est mortel. Il faut au contraire, dans toute la mesure du possible, se comporter en immortel et tout faire pour vivre de la vie supérieure que possède ce qu'il y a de plus élevé en soi, car, bien que peu importante, cette chose l'emporte de beaucoup en puissance et en valeur sur toutes les autres. En effet, ce qui est intimement lié à chaque être est naturellement ce qu'il y a de plus important et de plus agréable pour lui. Donc, pour l'homme, c'est la vie intellectuelle, si tant est que c'est principalement l'intelligence qui constitue l'homme, par conséquent, cette vie est aussi la plus heureuse. La générativité, en sens phénoménologique, nous permet de retrouver, en l'effectuant, ce fondement ontologique qui correspond au sens originaire de la possibilité, même si pour soutenir
ce rapprochement entre générativité et possibilité aristotélicienne, nous devons aller au-delà ou plus loin que Husserl lui-même. Pour Steinbock, la générativité commence avec Husserl, mais se poursuit dans son héritage. C'est ce qui fait de nous des phénoménologues génératifs. S'inspirer de Husserl, mais de le dépasser pour générer de nouvelles possibilités de faire la phénoménologie. La phénoménologie générative, dit Steinbock, est phénoménologie générative en tant qu'elle est apparue après Husserl. D'où les sous-titres de son livre, Homme ambition, et phénoménologie générative après Husserl. Travailler après, pour Anthony Steinbock, fait de nous, travailler après Husserl, fait de nous, qui nous tenons dans la générativité, des phénoménologues génératifs, car nous générons également l'essence de la phénoménologie et l'essence de la générativité. Je suis convaincue que le nouveau sens que nous devons engendrer à partir de la phénoménologie est en tout cas un sens qui ne peut être séparé, détaché, éloigné, ni de la vie, ni de nos rêves. La générativité en tant que concept qui pointe vers cette création vitale d'une grande multiplicité de possibilités, dans laquelle l'imagination ressemble à la nature, nous semble les concepts plus adéquats pour commencer cette tâche de renommer la phénoménologie. Jamais des vers n'ont aussi bien exprimé la phénoménologie générative que nous proposons ici que ceux de René Char avec lesquels nous concluons cette présentation. Dans l'éclatement de l'univers que nous éprouvons, prodige, les morceaux qui s'abattent sont vivants. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ce bel exposé, Bruce. Oui, c'est facile de faire. Donc, tu fais beaucoup de choses dans cet exposé. Tu fais précisément le point déjà sur l'origine husserlienne de la notion de générativité. Tu abordes différentes ententes du terme de générativité, puis tu esquisses ton entente à toi et l'horizon en fait très ample que ça ouvre jusque dans ce rapprochement avec Aristote. Et donc, voilà, ça donne une belle perspective. Mais tout de suite, je laisse la parole à la spécialiste, Claudia. Merci Aurélien et merci beaucoup Luz pour ce très bel exposé. Je suis vraiment heureuse de cette occasion de prendre connaissance du fond de ton travail et de la façon très originale dont tu articules ces deux notions qui sont effectivement fondamentales à mes yeux pour le sens et disons aussi le destin de la phénoménologie que sont la possibilité et la générativité. Tu es revenu sur un débat qui est aussi important pour moi, qui est celui concernant le sens des problèmes génératifs dont parle Husserl et la façon dont leur signification a été ressaisie d'abord par Anthony Steinbock qui a conféré, disons, une importance tout à fait fondamentale à ces problèmes, puis par les débats qu'a suscité l'entreprise d'Anthony Steinbock. Il est intéressant de constater que Anthony Steinbock a privilégié dans les problèmes génératifs que Husserl caractérise toujours de façon un peu hétéroclite. Il y a plusieurs sortes de problèmes génératifs, tout simplement, et Anthony Steinbock a choisi de privilégier celui de la structure monde natal, monde étranger. C'est le sens même du titre de son ouvrage, Home and Beyond, alors que justement, tu l'as souligné,
quelqu'un comme Laurent Perrault, qui travaille sur le monde social, s'intéresse plutôt à la manière dont la générativité serait le ciment même ou le lion, disons, du lien social. Si on regarde les textes publiés de Husserl, parce que parfois on dit oui, les problèmes génératifs, Husserl n'en parle que dans les manuscrits parce qu'en fait c'était encore très embryonnaire, on peut constater quand même qu'il y a au moins 2 textes programmatiques où il en est question. Tu as parlé des méditations cartésiennes et j'y reviendrai, mais il y a aussi le paragraphe 55 de la Crisis où il est question un peu en vrac, et c'est très intéressant à mes yeux, des problèmes de la générativité, puis des problèmes de l'historicité transcendantale, puis des problèmes de la naissance et de la mort et de la constitution transcendantale de leur sens en tant qu'événement mondain, et aussi mention tout à fait singulière sous la plume de Husserl du problème des sexes, Geschlechterproblem, c'est-à-dire du problème de la différence sexuelle. Donc tout ça renvoie à des choses très diverses, la générativité, l'historicité transcendantale, la naissance et la mort, et puis le problème des sexes. On voit qu'en fait, si on s'en tient à ce programme, la dualité mise en avant par Anthony Steinbock entre monde natal et monde étranger n'est pas tout à fait au cœur des problèmes génératifs, pas en tout cas d'après la Crisis. Si on regarde, il y a eu des premiers lecteurs très perspicaces de ces pages de Husserl. Par exemple, il est bien question de générativité chez Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception. Il y a un passage où Merleau-Ponty dit la naissance, il écrit la naissance, ou pour parler comme Husserl, la générativité. Donc, pour Merleau-Ponty, le problème génératif fondamental, c'est le problème de la naissance. Mais la naissance a un sens anthropologique, ou en tout cas, c'est l'une des questions importantes que pose la phénoménologie générative de Husserl. Elle a un sens qui invite à problématiser à nouveau le rapport entre l'anthropologique ou l'empirique et le transcendantal. Et de ce point de vue, tu fais une remarque très juste et très fine quand tu soulignes que toute cette réflexion sur les problèmes génératifs intervient à l'époque où Husserl entre en débat direct avec l'anthropologie philosophique de son temps, à savoir avec Scheler et Heidegger, et je pense que justement l'émergence de ce champ de problèmes génératifs participe de ce qu'on voit moins derrière cette critique massive de Scheler et de Heidegger et de l'anthropologie philosophique, à savoir la tentative propre à Husserl d'élaborer une réponse depuis la phénoménologie, c'est-à-dire quelque chose comme une anthropologie phénoménologique, voire comme d'après une expression qu'on ne trouve qu'en tant que sous-titre d'un groupe de manuscrits, quelque chose comme une anthropologie transcendantale. Donc, mon pari, et c'est la façon dont je lis pour ma part ces textes de Husserl, c'est que la problématique de la générativité intervient, elle est rendue possible par le fait d'avoir défriché le champ de l'intersubjectivité, en fait. C'est pour cette raison qu'il n'en est pas bon. Et surtout, elle intervient en quelque sorte à la croisée du problème de l'intersubjectivité ou des problèmes de l'intersubjectivité et des problèmes de l'historicité transcendantale. Il est important que Husserl parle dans la Crisis d'historicité transcendantale. En fait, je pense qu'il faut donner à cette expression un sens fort, c'est-à-dire c'est l'historicité propre à la vie transcendantale. Et cette historicité, en fait, se manifeste dans le fait que la subjectivité est prise dans cet enchaînement des générations dont parle un des textes de Husserliana 15 que tu as cité. Toute la question est alors de savoir si cet enchaînement des générations, si cette historicité est limitée à une signification empirique, anthropologique, alors que, bien évidemment, l'ambition de Husserl est de lui conférer une signification transcendantale.
En fait, la phénoménologie générative, à mon sens, est en quelque sorte la dernière étape franchie par la phénoménologie transcendantale. On pourrait dire que la phénoménologie génétique tient compte de l'histoire de la subjectivité, une histoire qui a trait à son épaisseur temporelle, alors que la phénoménologie générative a trait à l'histoire qu'introduit l'intersubjectivité. En fait, la phénoménologie générative est à la phénoménologie de l'intersubjectivité ce que la phénoménologie génétique est à la phénoménologie statique. C'est le génétique en tant qu'intersubjectif. Donc, c'est là quelque chose de très important. Et en ce sens, il est significatif, ça avait attiré mon attention il y a quelque temps, que l'un des rares textes où Husserl se livre à une critique explicite contre Heidegger, c'est le manuscrit qui a été publié sous le titre Le monde anthropologique. C'est un texte qui est publié dans le volume Husserliana 29. C'est un texte de 1935, me semble-t-il. Il a été traduit par ailleurs dans le premier numéro de la revue Alter en 1993. Il y a dans ce manuscrit de travail un passage célèbre où Husserl dit que la façon très impressionnante dont Husserl parle de la mort ne doit pas nous égarer. Et il dit quelque chose, et je ne vais pas vous lire le passage précis, d'ailleurs je ne pense pas que je l'ai sous les yeux, j'ai un petit extrait seulement. Il affirme que cette question de la mort doit être placée dans le contexte plus vaste des problèmes génératifs. Et les problèmes génératifs concernent la naissance et la mort, par lesquels en fait s'opère cet enchaînement des générations. Donc, ça veut dire aussi qu'on peut considérer que Husserl accorde une portée beaucoup plus importante au Mitsein, à l'intersubjectivité, à la forme de l'intersubjectivité, dans la mesure que par la générativité, je me projette toujours au-delà de ma vie et au-delà de ma mort. Et il y a là sans doute un lien qu'on pourrait faire assez intéressant avec ce que Lévinas essaie de penser à travers la notion de fécondité. La fécondité du moi qui, nous dit Lévinas, et là c'est un point qui justement entre en résonance avec les articulations que tu essaies de tisser, la fécondité, dit Lévinas, nous conduit au-delà du possible. Quel est le sens du possible ici en question? À un moment donné dans ton exposé, tu dis que Husserl se serait limité à un sens du possible qui serait fondamentalement épistémologique et d'éthique, et qu'il faudrait au contraire essayer d'élaborer un concept de possibilité plus ontologique. Je pense qu'il y a un concept de possibilité élaboré par Husserl et qui est même celui où réside toute l'originalité de sa phénoménologie du possible, s'il en a vraiment une, comme je le pense, c'est le concept de possibilité égologique, pour laquelle Husserl forge même un terme qu'on ne trouvait pas auparavant dans la langue philosophique, c'est le terme de Vermöglichkeit. Il opère une sorte de synthèse du Vermögen, du terme classique pour dire les facultés, les capacités, si l'on veut, et puis la Möglichkeit, la possibilité. Donc la Vermöglichkeit, c'est la possibilité égologique, et c'est par rapport à cette possibilité égologique que la générativité, ou pour parler comme Lévinas, la fécondité opère un certain décentrement. C'est le possible égologique qui me semble-t-il, est en jeu dans la générativité et se transcende aussi lui-même en quelque sorte, et c'est quelque chose à quoi je n'avais pas forcément fait attention dans ma thèse et dans le livre qui en est issu, même si je me suis aussi beaucoup intéressée à l'idée
présente chez Merleau-Ponty et qui est proche, sans doute plus proche encore de ta compréhension de la générativité, pardon, c'est la notion merleau-pontienne de prégnance, avec cette idée selon laquelle la chair du monde, c'est une notion qui intervient par exemple dans la définition de la chair du monde, mais pas seulement. Mais il y a cette célèbre note de travail de Merleau-Ponty où il écrit que la chair du monde n'est pas chair comme ma chair, elle n'est pas capable de se sentir. Et Merleau-Ponty précise, je l'appelle néanmoins chair pour dire qu'elle est prégnance de possible, Weltmöglichkeit. Et c'est curieux, en fait, de trouver cette caractérisation de la chair qui rejoint, me semble-t-il, le sens aristotélicien physique au sens de la physis et de la dynamisme. Donc, le sens aristotélicien physique dynamique que tu veux conférer au possible. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Au début, en t'écoutant, je me disais... j'essayais de situer ta proposition entre justement la proposition de Husserl, qui pour moi est ancrée dans la réflexion sur l'intersubjectivité, sa proposition de phénoménologie générative, disons, qui pour moi est ancrée dans la réflexion sur l'intersubjectivité et sur l'historicité transcendantale. Et puis celle qui m'a longtemps paru complètement équivoque par rapport à celle de Husserl, d'Alexander Schnell, avec cette idée de générativité du sens. Nous avons déjà eu l'occasion de discuter de cela, Luz, et effectivement, on sait toutes les deux qu'Alexander Schnell, quand il présente sa propre entreprise comme phénoménologie générative, il assume le fait que ce terme a une autre signification dans la phénoménologie husserlienne, et il considère que il souhaite en fait conférer un tout autre sens à ce terme de générativité. Et parce que pour lui, la générativité, ça a un rapport avec justement l'origine du sens. C'est l'idée de la déhiscence du sens, c'est l'idée d'un éclatement, d'une profusion qui fait qu'il y a sens, apparaître, phénomène. Donc, un niveau justement de réflexion qui pour moi est très éloigné de celui de Husserl. Mais ta proposition, elle me semble aussi très stimulante parce que elle permet de surmonter dans une certaine mesure cet équivoque ou de tracer une sorte de voie médiane entre la générativité husserlienne et la générativité telle que la conçoit et la thématise Alexander Schnell. Il y avait sans doute d'autres choses que je voulais dire et qui ont attiré mon attention en t'écoutant, mais bon, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant parce qu'il y a certainement des questions et des remarques dans le public également, et je ne veux pas être trop longue. En tout cas, ça a été très stimulant pour moi de t'entendre et de lancer cette discussion avec toi, et j'ai hâte d'entendre tes réactions si tu veux me répondre tout de suite. Sinon, bien sûr, on aura d'autres et j'espère même de nombreuses occasions de poursuivre cet échange. Merci beaucoup, Claudia, pour ces questions qui sont très, très passionnantes, riches et touchent au cœur de mes intérêts de recherche. Et il y a beaucoup de références que je ne connaissais pas ou que j'avais lues. Par exemple, j'avais lu la phénoménologie de la perception, mais je n'avais pas pensé à faire ces liens. Et je pense que je vais inclure ces liens avec le concept de prégnance dans ma thèse. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait que Steinbock va réduire un peu l'horizon d'interprétation du problème génératif et à cette dichotomie entre les mondes natals et les mondes étrangers. Et Laurent Perrault va faire une lecture un peu plus fidèle à Husserl, mais il va souligner surtout l'aspect social et les normativités des communautés. Mais je pense qu'il y a quelque chose à chercher dans la générativité husserlienne
en lien à la vie. Et on débat justement avec Scheller et Heidegger. Je pense que Husserl va se situer dans les moments dans lesquels ces préoccupations génératives apparaissent et face aux perspectives anthropologiques de Scheller et de Heidegger. Et en fait, j'étais formée dans une tradition phénoménologique en Amérique latine dans laquelle on essaye de développer l'anthropologie transcendantale de Husserl. C'est pour ça que ce type de thème et de débat m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, de représentants de cette courante essaye de montrer que chez Husserl, il y a une anthropologie transcendantale et que cette anthropologie transcendantale s'explicite dans la crise et dans les débats directs avec Heidegger, mais qui ont pu tracer en fait l'origine les débuts de la phénoménologie. Et je pense aussi qu'il faut donner toute son importance à l'historicité transcendantale. Et en fait, je ne l'ai pas assez fait dans ma présentation, mais j'espère le faire dans ma thèse et d'inclure l'idée de la concrétude du temps qu'on voit dans la vie transcendantale. Et je pense que cette tension entre l'anthropologique et le transcendantal ait pu trouver une manière de conciliation dans le thème de l'historicité transcendantale. Mais il faut que je développe ces points en effet dans ma thèse. Et je pense aussi que Husserl va accorder une importance qu'on ne trouve pas dans le premier représentant post-husserlien de la phénoménologie, et à l'intersubjectivité et à la vie. Et je n'ai pas lu le texte de Lévinas, mais la notion de fécondité de Lévinas m'intéresse beaucoup. J'avais pensé aussi dans en fait, c'est la troisième partie de ma thèse qui est consacrée au concept de générativité, et j'avais pensé inclure les textes ou les réflexions en fait de Merleau-Ponty et de Ricoeur sur l'enfance, parce que il me semblait que on peut comprendre l'enfance d'une manière ontologique, pas simplement d'une manière antique, mais d'une manière substantielle, comme cet état qui nous fait nous sentir proches à la génération de la vie. Et justement, hier, dans le colloque de Barbaras, on a parlé un moment sur l'enfance à partir d'une question dans la salle. Et ça m'a fait beaucoup penser aussi, parce que je travaille sur les concepts de possibilité chez Hegel. Et les concepts de possibilité chez Hegel est un concept procédural. Et il conçoit aussi à l'enfant et aux jeunes comme quelqu'un d'immature qui habite encore dans le possible, qui n'est pas encore passé au réel. Donc moi, je voulais inclure dans ma thèse une critique à cette perspective procédurale de l'enfance à partir d'une vision générative. Donc je pense que je pourrais croiser très bien avec cette réflexion sur la fécondité. Et d'ailleurs, ça m'avait beaucoup inspiré quand j'étais écoutée dans les colloques d'Alter sur générativité.
et les sens que tu donnais aussi à la générativité en lien à la fécondité, à la maternité. Et ça m'avait beaucoup inspiré et m'avait permis aussi de penser à chercher cette importance de la génération de la vie que, et pour l'instant, dans les interprétations de ces spécialistes de la générativité, je n'ai pas vu encore. Je vois plutôt qu'ils synthétisent l'intersubjectivité, le social, l'intersubjectivité, le thème de l'étrangère, le thème de l'animal, mais pas la naissance, la vie, l'origine de la vie et la fécondité. Donc, sans doute, c'est une voie que j'espère développer et défendre dans ma thèse. Et je suis très contente aussi pour les concepts de Merwirkheid. Et je vais explorer ce concept pour donner beaucoup plus de consistance au lien entre la générativité et la possibilité. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce concept de possibilité écologique. Je n'avais pas pensé au lien entre ça et la générativité, et je vais l'explorer pour la suite de ma recherche. Et je pense qu'effectivement, en fait, j'essaye de me situer entre la position de Husserl et la position de Schnell, si on comprend à tous les deux comme 12 extrêmes opposés des interprétations de la générativité, et après on peut placer les interprètes peut-être un peu proches de Husserl ou un peu proches de Schnell, ceux qui sont un peu plus créatifs, qui vont au-delà de Husserl. J'essaie de me placer au milieu, et aussi parce que je pense qu'il y a quelque chose dans la générativité et qui peut me permettre d'aller au-delà de Husserl et de réinterpréter l'histoire de la philosophie. Et donc, j'essaie d'aller au-delà de Husserl, mais je ne produis pas non plus un concept personnel comme le fait Schnell, parce que j'essaye d'être fidèle à ces sens de historicité qui est présente dans ma recherche. Et en fait, ce que j'essaye de faire dans ma recherche est une sorte de généalogie. Et la perspective de Schnell me permet un peu d'aller chercher un peu dans les métaphysiciens d'avant, mais j'essaye aussi de bien interpréter Husserl pour pouvoir faire ces croisements. Je suis très contente pour toutes ces questions et merci beaucoup. Merci Luz pour tes réponses et vivement pour qu'on puisse continuer ces échanges pendant les mois et les années à venir. Merci encore. Bon, merci beaucoup. Merci pour l'échange très riche qui vient d'avoir lieu. Je vois qu'il y a, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, je vois déjà une main levée, il y a Thomas Maurice sur la vidéo. Ils sont déjà ouais, donc c'est Thomas. Thomas, Vous m'entendez? Oui. Oui, ok. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Luz. J'ai trouvé ton... On peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Ok, très bien. J'ai trouvé ton intervention extrêmement à la fois riche et enrichissante. Et je voulais me faire un peu l'avocat du diable et juste te poser une question outrageusement, comment on dit, provocatrice, mais prends-le bien. C'était en fait, au fur et à mesure de ton exposé, je me suis demandé, est-ce que finalement les questions génératives n'étaient pas une espèce de fourre-tout phénoménologique qui permettrait en fait
de sortir de la clôture méthodologique de la phénoménologie standard, hein, selon De Santi, et finalement, en fait, de s'orienter vers une métaphysique. Mais est-ce que ce serait donc pas là la question générative, une sorte de porte de secours ou de porte de sortie de la phénoménologie? Et je voulais savoir ce que tu en pensais, parce qu'au vu des nombreux sens de la générativité, chez Schnell, chez Steinbock, chez Perrault, chez toi-même évidemment, chez Husserl bien sûr, on peut se demander s'il y a un sens unifié de la générativité, et si c'est pas plutôt en fait une façon de se rétablir dans les rails de la philosophie classique, et en fait d'esquiver des écueils de la phénoménologie elle-même. Voilà. Merci beaucoup pour cette question, Thomas. C'est une question très, très intéressante. Et je pense que les problèmes génératifs pour les spécialistes d'aujourd'hui, d'une certaine manière, permettre aux chercheurs de continuer avec le travail de Husserl. C'est-à-dire, je pense que tous ceux qui font la phénoménologie générative ne vont pas simplement faire une exégèse de textes de Husserl, parce que le problème génératif apparaît dans la toute dernière période de sa pensée, et Husserl parle des problèmes génératifs pour décrire plusieurs choses. Donc, je pense toujours que tout chercheur génératif va aller au-delà de Husserl, mais je pense que tous les chercheurs ne vont pas aller jusqu'à la métaphysique. Donc, je pense que les problèmes génératifs ou la décision de travailler la générativité n'est pas du tout une justification pour sortir de la phénoménologie et faire de la métaphysique. Par exemple, dans l'interprétation qui fait Laurent Perrault de générativité, il ne va pas jusqu'à la métaphysique, il reste en fait très husserlien, mais il déploie bien sûr le thème de générativité d'une manière qui essaye d'être fidèle à Husserl, mais qui va aussi au-delà, dans le sens qui va déployer des descriptions que Husserl n'a pas arrivé à le faire. Mais pour moi, personnellement, plutôt que de sortir de la phénoménologie, pour moi, c'est une excuse de croiser phénoménologie et métaphysique. Mais c'est parce que j'ai la conviction qu'il y a quelque chose qui rapproche la phénoménologie de la métaphysique. Et donc, c'est la générativité, je pense, les concepts dans lesquels je peux trouver ce rapprochement. Et il y a d'autres concepts. Avant, je travaillais les concepts d'imagination et j'essayais aussi de croiser cette idée de la fantaisie husserlienne, la conscience d'image et la neutralisation avec des thèmes de la métaphysique. Donc, c'est un intérêt personnel, et je pense, le croisement avec la métaphysique. Et après, parce que je comprends métaphysique à partir de l'histoire de la métaphysique, mais je connais, par exemple, une professeure au Pérou qui travaille métaphysique dans un autre sens, dans le discours de la réalité, et donc pour elle, il y a une métaphysique chez Husserl à partir des recherches logiques. Donc, elle fait elle a une autre perspective. Moi, j'essaie plutôt de chercher le lien entre la phénoménologie et l'histoire de la métaphysique. J'espère avoir répondu. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Merci beaucoup.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu veux lire Oui, je peux la lire. Oui, de Limite, c'est ça. Merci pour votre belle présentation. Je voudrais demander que pensez-vous de la relation entre la méthode statique et la méthode génétique dans la philosophie de Husserl? Elle semble incompatible dans la pensée de Husserl. La méthode génétique ne semble pas conformer aux principes des principes proposés par Husserl lui-même dans les idées de 1. Cela conduirait à l'existence de deux points de départ dans la pensée de Husserl, le cogito, la subjectivité transcendantale, et le monde de la vie. À cet égard, la méthode génétique proposée par Husserl est-elle un développement théorique ou une autocritique de ses premières pensées? Merci beaucoup, Limi, pour cette question. Et je pense que il y a peut-être 12 écoles pour comprendre les rapports entre la phénoménologie statique et la phénoménologie génétique, et notamment peut-être la première école d'interprète de Husserl ont compris la phénoménologie statique et la phénoménologie génétique et comme deux choses irréconciliables. On a par exemple des interprétations de Ricoeur qui vont dans cette ligne, qui dit que la phénoménologie husserlienne est tendue entre idéant d'un côté, et ce qui serait le livre de la philosophie statique par excellence, et d'un autre côté, la cinquième méditation cartésienne est idée-vœu. Et Ricoeur les comprend comme deux choses qui sont complètement différentes et réconciliables, et à partir de ce point de vue, et du point de vue de Husserl, en effet, Husserl serait en train de faire une autocritique et de chercher quelque chose de complètement nouvelle, différente. Et après, il y a d'autres interprétations qui sont venues après, aussi par la lecture de manuscrits de Husserl, aussi par des interprètes qui ont essayé de donner réponse à ces interprétations, qui ont défendu une discontinuité dans la pensée de Husserl. Et ce type des interprétations dans laquelle moi je me sens plus proche, et voir en fait qu'il y a une unité dans la méthode, mais 12 orientations différentes. Et ces 12 orientations différentes, en fait, peuvent être identifiées même avant les idées-ans, même en 1905, par exemple, quand Husserl a essayé de penser la temporalité et a essayé de penser, par exemple, la constitution absolue du temps à partir de l'impression, propension, rétention, qu'on dirait que le thème de la temporalité est un thème qui apparaît dans la philosophie statique, mais qui se pose d'une manière génétique, parce qu'elle va ouvrir un horizon ensuite pour des thèmes de l'historicité. Et aussi, on voit le thème de l'intersubjectivité, qu'en fait, par exemple, dans la méditation cartésienne, Husserl parle d'un solipsisme méthodologique et dit qu'en fait, les premiers interprètes ont pensé que la première méditation cartésienne est solipsiste, et après, l'intersubjectivité apparaît pour détruire ce solipsisme. Mais on peut penser en fait que l'intersubjectivité, pour ce qui dit Husserl spécifiquement, a été depuis le début, et je pense qu'on peut penser aussi comme ça le thème de la Constitution comme fait par une intersubjectivité. Donc, pour moi, ces 12 orientations ne sont pas contradictoires, et tout au contraire, les deux sont présentes dans la méthode phénoménologique, mais ce qui est différent est l'orientation. L'orientation à la genèse ou l'orientation énormément noématique de la constitution du sens. Et j'espère avoir répondu. Donc,
la réponse serait non, ils ne sont pas incompatibles. Et dans la pensée, au moins de la perspective de ces groupes des chercheurs auxquels je me rapproche. Merci à toi, Andy. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, super. C'est magnifique. Déjà, merci beaucoup, Luz, pour cette vraiment passionnante exposé sur cette notion de générativité qui, j'avoue, m'en posait beaucoup de problèmes avec les différentes interprétations qui ont été données. Tu as très bien réussi à les différencier, à bien montrer, par exemple, avec son chercheur, utilise dans un sens qui est tout à fait différent et assez peu à voir avec la notion qui est utilisée par Anthony Steinbock ou Laurent Perrault. Il a bien montré aussi un peu les angles morts de l'analyse de Steinbock avec sa focalisation sur la question de Rome and Beyond et peut-être qu'il laisse de côté d'autres problématiques qui sont peut-être chez Husserl plus massives. Donc déjà, merci beaucoup pour ces clarifications. Je trouve très intéressant aussi le lien qu'il fait entre Husserl et Aristote, parce que c'est vrai que Husserl n'est pas connu pour avoir proposé des lectures des philosophes qui l'ont précédé, qui ont été particulièrement stimulantes, originales. Et c'est vrai que quand on lit philosophie première, il réduit un peu Aristote à l'inventeur de la logique formelle, qui resterait finalement un point de vue transcendantal assez objectiviste de ce point de vue-là. Donc, certes, un achèvement assez intéressant, mais assez limité. Les liens qu'il fait sont beaucoup plus riches avec cette notion de possibilités. Juste un point aussi que je voudrais rajouter parce que je suis tout à fait d'accord avec la lecture que tu donnes de rapport entre phénoménologie statique et génétique. Je pense que Husserl jamais les considère comme incompatibles. Et d'ailleurs, les dernières publications husserliana, des Studienstruktur des Bewusstseins, permettent de montrer que Husserl utilise la différence entre phénoménologie statique et phénoménologie génétique dès 1911 dans certains manuscrits, explicitement. Donc à nouveau, ça remonte à beaucoup plus tôt et ça permet de nuancer l'idée qu'il y aurait de Husserl avec une invention, une irruption du génétique qui viendrait en contradiction avec la phénoménologie statique d'Hegel 1. Non, puisqu'évidemment, c'est avant même la publication d'Hegel 1. Et en fait, moi, je pense que même dès 1905 et 1907 aussi dans Die Mundraum, on a des analyses sur l'association où on fait déjà de l'association un thème phénoménologique au sens fort et plus simplement un thème psychologique, empirique, causal, etc. Et évidemment, dans les analyses des synthèses passives, par exemple, ce sera un thème central. Donc pour moi, il y a vraiment une continuité sur ce terrain, avec tout ça, bien sûr, qui thématise, qui en fait un thème propre dans les années 20, mais les analyses, disons, le cœur de l'analyse, je pense, est déjà présent bien plus tôt. Et alors, juste, je finirai par des questions massives, si tu me permets. Vous parlez du rapport entre possibilité et effectivité sur un point de vue hiérarchique, avec l'un qui précéderait l'autre dans telle ou telle philosophie. Alors, ma question, c'est est-ce que, selon toi, chez Husserl, la possibilité précède l'effectivité? Je pense aux analyses de Claudia sur la perception, par exemple. Quand Claudia dit que la phénoménologie de la perception est une phénoménologie de la possibilité, à nouveau, on va faire aux analyses de Die Mundraum, essentiellement là-dessus, qui montre bien que percevoir quelque chose, ce n'est pas simplement percevoir quelque chose en acte, mais c'est déjà s'engager dans des chaînes possibles de kinestèse qui m'amèneraient à de nouvelles perceptions. Donc, je pose cette question sur Husserl, mais je pose aussi la question chez Aristote. On sait que chez Aristote, pour passer de l'en-puissance à l'en-acte, il faut qu'un tiers en acte nous aide, en quelque sorte. Est-ce que ça suppose une supériorité de l'effectivité sur la possibilité? Et dans ce cas-là, est-ce que Husserl, finalement, serait un de ce point de vue-là? C'est une question très massive, mais merci beaucoup. Enfin. Merci beaucoup pour ces questions, Alexis. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur la phénoménologie statique et génétique. Et ta question est tout à fait passionnante sur les rapports entre possibilité et effectivité, comme un rapport de précédence, c'est un précède l'autre. Et pour Aristote, en fait, j'ai pris l'interprétation de Wena et Lowry
qui fait une interprétation totalement nouvelle, en fait, de l'homme-puissance aristotélicienne. Pour elle, il y a, on peut avoir une précédence ontologique, c'est-à-dire l'actualité est première par rapport à la possibilité. Et ça, c'est le cas dans l'être première, Dieu et actualité pure. Mais il y a une précédence temporelle, là où il y a du mouvement qui est dans la nature. Mais ce qu'elle fait, en fait, est qu'elle pose une sorte de simultanéité dans la manière comme la divinité est dans la nature. Donc, pour elle, cette pure actualité qui précède ontologiquement la possibilité sera en puissance dans tout ce qui existe. Donc, c'est cet moteur qui ne bouge pas, ce moteur immobile, qui va permettre le devenir des choses, le changement des choses. Et il s'agit d'une possibilité, donc, qui est dans la nature et qui n'a pas de pouvoir, n'a pas une puissance. C'est pour ça qu'elle ne traduit pas par puissance, mais par en puissance. Et par une modalité, en fait, une modalité d'être. Dieu se manifesterait dans tout ce qui existe, c'est-à-dire ce fondement comme cette en puissance, ce dynamisme de la nature. Et il y a déjà un problème dans l'interprétation qui fait Plotin de cette puissance. Et donc, pour Plotin, il va avoir une toute puissance qui est complètement séparée et détachée. Et elle, en fait, essaye de critiquer la notion de souveraineté ou de Dieu souverain, et qui va après se superposer à l'idée d'homme souverain. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs problèmes dans le monde d'aujourd'hui, comme les problèmes du capitalisme, de la nature, etc. Donc, son intérêt est de montrer qu'il y a une sorte de simultanéité. Et moi, j'ai trouvé cette conception complètement intéressante. Et dans les cas de Husserl, je pense qu'il y a dans les interprètes, pour Claudia ici présente, et aussi par Roberto Gualton, qui est cité, et aussi pour Annabelle Dufour, et toute une conception riche de la possibilité et qui va aller au-delà de déterminisme, du déterminisme de l'effectif et qu'on trouve par exemple dans des conceptions positivistes ou physicalistes qu'on trouve dans les conceptions de la modernité ou à partir de l'âge classique en fait. Et je pense que la phénoménologie va ouvrir une autre fois les portes de cette notion de possibilité, pas seulement Husserl, mais aussi Merleau-Ponty, aussi Becker, aussi Sartre. Et je n'ai pas lu Lévinas, mais je pense que lui aussi, par cette ligne, Patochka aussi, peut-être Henri aussi, je n'ai pas lu, peut-être lui aussi, mais l'idée est qu'ils vont trouver cette richesse ontologique de la possibilité et que je pense qu'il peut se comprendre dans un rapport simultané à l'actualité. Mais si on lit les textes de Husserl, je pense qu'on peut trouver deux voies d'interprétation aussi, parce que il va avoir une prééminence de la vérité, de la perception, mais il y a aussi tout un ensemble des concepts qui pointent à la possibilité et qui sont nommés de manière différente, qui vont montrer en fait qu'il y a une excellence, une prééminence du possible. Donc moi, je dirais que du point de vue ontologique, c'est là où j'essaye de faire le lien avec la métaphysique,
Et je vais essayer de défendre une simultanéité, une co-appartenance entre le possible et l'effectif. Merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, je voulais juste ajouter une chose rapidement, mais j'en discutais un petit peu avec Luce avant et je ne sais pas quoi est-ce que tu en penserais, Claudia, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi faire de Michel Henry un interlocuteur, même si ça peut être un repoussoir, mais parce que c'est une manière, il y a quand même toute une pensée. Si Luce veut travailler sur l'unité de la vie et de la générativité, comme chez Henry, il y a la vie qui génère le vivant. Et il utilise vraiment les concepts d'engendrement et de génération. D'ailleurs, dans le dernier livre de Grégory Jean, Les puissances de l'apparaître, c'est vraiment aussi toute une distinction, à mon avis, précieuse entre engendrer et qui n'est pas comme la production ni comme la création. Enfin, ça peut être vraiment un dialogue. Enfin voilà, ça peut être un dialogue intéressant avec Michel Henry. Et en plus, je pensais au début, je me suis dit, quand tu as rappelé un peu le sens de la générativité chez Husserl, où c'est vraiment en lien avec l'intersubjectivité, je me disais, chez Henry, en fait, on a un penseur qui essaye qui conceptualise la générativité seulement en lien avec la subjectivité, sans intersubjectivité, mais en fait, je me dis peut-être qu'il y a quand même l'intersubjectivité avec Dieu, en fait, peut-être chez Henry. Enfin bon, tu vois, une intersubjectivité très étrange, immanente, enfin voilà. Alors, je me posais la question. J'aurais quelques éléments de réponse si Luce ne veut pas répondre elle-même. C'est une suggestion intéressante. En fait, j'ai un peu travaillé déjà ces questions dans le passé, sachant que le projet initial de ma thèse portait le titre « Possibilités et impossibilités dans la phénoménologie allemande et française ». Et en fait, bon, c'était beaucoup trop vaste et vraiment démesuré. Mais pendant un certain temps, j'ai essayé d'avancer sur plusieurs fronts jusqu'à ce que j'ai compris que Husserl et Heidegger, c'était déjà extrêmement vaste. Et chez Michel Henry, il y a toute une pensée de l'actualité et de la potentialité qui est au cœur de sa conception de la vie. J'ai écrit un texte sur cette question qui a été publié dans des actes de colloques. Alors, c'était un colloque au fond Michel Henry en 2013, je ne sais plus exactement. Et en fait, justement, l'une de mes questions était, est-ce que Michel Henry confirme le primat du possible sur l'effectif qu'on peut identifier chez Husserl et chez Heidegger? Ma réponse était que oui, que dans son concept de vie, il y a une idée de la potentialité infinie. On le voit notamment, par exemple, à la fin de Généalogie de la psychanalyse, il y a une sorte de conclusion intitulée Potentialité. Il est aussi très juste de suggérer que il y aurait une sorte d'intrication, d'intersubjectivité étrange entre la vie avec majuscule, notre vie, et puis la vie avec majuscule, qui est la vie des vivants, sachant que c'est une distinction qu'on peut faire avec Henry, même en dehors de tout cadre théologique. C'est la vie finie et la vie en tant qu'origine, la vie en tant que source de vie. Aux deux niveaux, il y a une intrication assez intéressante de l'actuel et du possible. Henry, sur ce point, est assez, en un sens, il est aristotélicien parce que la vie est toujours en acte. Mais c'est un acte qui se soutient de sa propre puissance, en fait. C'est un acte qui se renouvelle de sa propre puissance ou en tant que puissance en même temps. Donc, on ne peut pas non plus dire qu'il retombe dans un primat net de l'effectif ou de l'actuel sur le possible. Mais c'est intéressant parce que, bon, maintenant j'ai un peu le projet et j'essaie de dégager du temps pour m'y mettre, mais justement j'ai un peu le projet j'ai depuis longtemps le projet depuis ma thèse, mais il redevient un peu d'actualité à nouveau d'écrire une sorte de second volet portant sur la phénoménologie française et essayons de lire ensemble Lévinas, Merleau-Ponty, Henry et
idéalement Sartre aussi, même si c'est l'auteur que j'ai le moins travaillé, mais chez qui il y a aussi une pensée du possible et une sorte de postérité de l'idée husserlienne de possible écologique ou de l'idée heideggerienne de possible existentiel. Donc, voilà, merci pour cette suggestion parce que c'est un peu aussi un encouragement pour moi de ne pas délaisser ce chantier, même si, de fait, il est difficile d'y consacrer du temps en ce moment, en tout cas. Merci beaucoup à vous deux. Je pense que je dois lire. Henri, oui, je vais le faire pour, Il revient à la mode. pour ma thèse. Oui, mais c'est intéressant les croisements que je pourrais faire entre le possible et la vie à partir des livres dont je vais me mettre. Voilà. Il y a d'autres remarques ou on s'arrête là, 43. Ouais. Bon, bah, très bien. Bah, merci beaucoup. Merci infiniment, Claudia. Oui, merci beaucoup, Claudia, Passionnant. et merci aussi infiniment, Luce, pour ta Merci présentation. beaucoup. C'était Merci Luce, vraiment très bien. intéressant. Et donc, oui, juste, on va clore, mais je rappelle juste que la prochaine fois, on se retrouvera donc sur Zoom le 11 mars. Voilà. Voilà. Merci beaucoup encore à ceux qui ont assisté de loin à la séance. Bonsoir à vous, merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.